ça fait presque 5 mois maintenant, c'était le 7 novembre dernier, que vous avez reçu le 121e prix Goncourt pour ce roman dont nous allons parler bien sûr pendant cette heure-ci, Veiller sur elle, aux éditions de l'Iconoclaste. Un grand roman populaire, une fresque ample, magnifique, que l'on compare souvent à Pierre Lemaitre, Goncourt lui aussi, qui a eu des tirages exceptionnels, mais les vôtres le sont tout autant, puisque votre éditeur, Laurent Beccaria, qui est ici, des éditions de l'Iconoclaste, me disait tout à l'heure que vous étiez à près de 700 000 exemplaires vendus. Alors, c'est pas toujours très facile en une seconde d'avoir sa vie bouleversée, d'être internationalement connu. Je voudrais vous demander d'abord comment allez-vous 5 mois après. Vous n'êtes pas entré en dépression comme certains. Est-ce que c'est toujours le bonheur d'être prix Goncourt? Bonjour à tous. Ouais, ça a été une joie immense le jour même, et c'est une joie qui se prolonge. Je ne vois pas de raison d'être déprimé, d'entrer dans cette incroyable famille, d'entrer dans cette lignée merveilleuse et intimidante. Ce qu'on a vécu tous ensemble ce jour-là, c'est complètement unique, c'est indescriptible. Jamais j'aurais pensé vivre une chose pareille. Il y a un côté magique. On connaît tous, je pense, cette photo où on est dans le salon du Goncourt avec tous les micros tournés vers l'auteur récompensé, photo que j'ai vu passer pendant des années. Et cette année, j'ai eu l'impression qu'on avait photoshopé ma tête dans cette photo mythique, et je ne peux pas la voir aujourd'hui sans une forme d'incrédulité, en me disant c'est bien moi. On a ressenti tous ensemble à la maison d'édition un mélange de joie, de reconnaissance, d'exaltation. C'est aussi la récompense d'un travail d'une maison qui, il y a 7 ans à peine, ne publiait des beaux livres et des livres d'histoire et pas de littérature. C'est le résultat de la vision de Sophie de Sivry et de toute l'équipe qui est là aujourd'hui derrière moi. Et c'est vraiment incroyable. Et j'ai encore des moments où, quand je pense à un auteur en me disant waouh, ce mec il a le prix Goncourt, je me dis tiens, moi aussi. Et donc c'est une incrédulité qui perdure, et c'est très bien comme ça, c'est un sentiment merveilleux. Vous dites que vous avez beaucoup de mal à gérer l'incertitude, mais la certitude... Oui, vous avez dit ça. Vous êtes très bien renseigné, François, je me prépare à une d'accord. Je ne pensais pas que vous étiez si bien renseigné. Allez. La certitude... Je me recalibre. Elle a quand même duré 2 mois. On y pense, enfin, moi j'y pense, mais peut-être n'y pensez-vous pas souvent, mais entre la première sélection du Goncourt, qui ouvre la rentrée littéraire début septembre, 15 romans, vous êtes sur les 15, l'espoir commence, début octobre il ne reste plus que 8 romans, vous êtes toujours sur les 8, fin octobre les 4 finalistes, vous êtes parmi les 4 finalistes, on parlera après du jour du Goncourt. Vous avez bien dormi quand même toutes ces semaines-là? Oui, alors c'est vrai que j'aime pas du tout l'incertitude, parce que j'ai choisi un métier qui est incertitude, et j'ai une dose d'incertitude. C'est comme si on était exposé à une irradiation nucléaire qui est supérieure, et comme tous les gens qui font des métiers artistiques, on a une dose d'incertitude qui est très supérieure à la moyenne, ce qui fait que le petit atome d'incertitude en plus, c'est ce qui nous tue. Mais j'ai très bien vécu la période d'attente, parce que je ne me suis jamais dit dans ma vie que je œuvrais pour avoir le Goncourt, ou que je le mériterais, ou quoi que ce soit. Moi, j'éprouve une grande joie, un grand bonheur à avoir pu enfin, en 2016, faire ce que je voulais profondément, c'est-à-dire écrire en littérature. Je me sens très aligné avec moi-même depuis ce moment-là. Je vis avec ma seconde famille, qui est celle de l'Iconoclaste et des arènes depuis cette époque-là, et c'est un vrai moment de bonheur très très profond. Et donc, je ne me suis jamais dit... que j'aurai le Goncourt un jour. Je veux dire, statistiquement, c'est même impossible et inenvisageable si on est raisonnable. Et donc, je me disais, c'est très bien d'être sur ces listes, et j'étais évidemment très flatté, mais je le prenais pour ce que c'était, c'est-à-dire dans une rentrée littéraire qui est par nature extrêmement cruelle, parce qu'il faut comprendre qu'une rentrée littéraire, c'est en gros 600 livres. On va parler sur ces 600 livres de 30 livres. Les autres, ils n'existent quasiment pas. Et sur ces 30 livres, on va vraiment beaucoup parler de 10 livres.
Donc quand vous êtes sur une liste aussi prestigieuse que celle du Goncourt, c'est un petit peu un soutien qui fait que vous allez au moins être dans les 30 livres dont on parle, et si vous continuez sur la liste, peut-être même dans les 10, parce que c'est un signal pour tout le monde. Donc moi je voyais ça, je me disais, c'est chouette pourvu que ça dure le plus longtemps possible, jamais je me disais pas on va... Et c'est pas un manque de confiance en soi, c'est juste, voilà, être raisonnable. Je ne m'autorisais pas à me projeter. Et donc j'ai eu une technique qui a très bien marché, je me suis dit je vais le gérer statistiquement. J'ai une chance sur 16 sur la première liste. C'est beaucoup, en fait, une chance sur 16. Si je vous dis que vous avez une chance sur 16 de gagner au loto, c'est énorme. Mais c'est quand même une chance sur 16, c'est pas beaucoup. Puis ça se réduit, une chance sur 8. Une chance sur 4, j'ai pris une photo de moi dans la bagnole quand j'ai eu la nouvelle. Avec un grand sourire. Parce que je suis tombé dessus l'autre jour, je ne me rappelais pas que j'ai pris cette photo. Pour l'envoyer à mes éditeurs et mes éditrices. Et puis je me trouvais une tête bizarre, donc je ne l'ai pas envoyé, mais je l'ai retrouvé. Donc ça m'a fait un petit truc, mais j'étais flatté. Et il y a vraiment que la veille qu'on a commencé à se dire c'est possible. Alors, vous allez tout savoir en fait. J'ai fait durer quelques minutes de plus la certitude pour Jean-Baptiste. En fait, parmi les missions que j'ai à l'Académie Goncourt, j'essaie extrêmement émouvante de téléphoner aux lauréats. Et normalement, c'est quelques minutes avant l'annonce, de façon à ce qu'il n'y ait pas de fuite, mais à ce qu'il puisse commencer, il ou elle, suivant les années, commencer à monter dans un taxi et à arriver chez Drouan. Et quand j'ai pris mon téléphone pour appeler Laurent Pécariat, donc l'éditeur de Jean-Baptiste, je me suis rendu compte que ça faisait 3 minutes que tout le monde pensait avoir perdu. 9 minutes, Françoise. Voilà. Alors c'est votre grande bataille depuis tout non, à l'heure. on vient vérifier, on a les données. Ont été longues pour vous. Oui, nous à 12h37, enfin, alors moi le matin, là, j'ai commencé à mal gérer l'incertitude en fait. On a passé une très belle soirée ensemble la veille, on était un très beau moment en fait. Et on s'était dit, c'est incroyable de pouvoir vivre ça dans une vie, cette attente-là, même si on ne l'a pas, voilà. Juste être dans cette attente-là, avoir le privilège d'être là, c'est quand même incroyable. Et je vais me coucher très zen, je dors bien, et quand je me réveille, je suis plus du tout zen. Parce que là, on est à 2 heures de l'annonce, et je me dis, je vais aller au dernier moment à l'Iconoclaste, comme ça, je ne verrai pas leur tête tendue. Je vais vous raconter toute l'histoire, parce que c'est marrant. Mais mes pieds me portent à l'Iconoclaste, pas du tout 10 minutes avant comme j'avais prévu, mais 2 heures avant. Je ne pouvais plus rester dans la chambre d'hôtel. Je me dis, je vais errer dans la rue. Mais il faisait très froid. Donc je me retrouve à l'Iconoclaste. Les heures passent, donc 11h30 arrive. On s'imagine que le jury doit se retrouver vers 11h30, midi. Là, on commence vraiment à être tendu. J'écoute de la musique avec des équipes jeunes. Laurent vient me chercher pour me dire, viens dans mon bureau, tu seras plus tranquille. Je peux raconter l'histoire, Laurent, c'est très drôle. Enfin, c'est très drôle c'est moins drôle le jour même. Je me retrouve dans le bureau de Laurent avec notre attaché de presse, et Laurent et notre attaché de presse, qui était très, très tendu aussi, géraient leur nervosité en parlant sans arrêt. De trucs complètement inintéressants. Et moi, j'avais juste une envie, c'est qu'ils se taisent. Il paraît que je leur ai répondu un peu sèchement à une question un peu... Voilà, ils disent oui, mais enfin, ils exagèrent. Je réussis à m'extirper de cet endroit très pénible, et je dis à Laurent, il est 12h30, c'est pas nous, on le saurait. Laurent me dit, attends, c'est pas pareil toutes les années. À 12h37, je reviens à la charge, je sais que c'est 12h37, parce que je texte mon épouse à 12h37, quand Laurent capitule, me dit, ouais, là t'as raison, c'est pas nous. Je texte mon épouse et ma famille en leur disant, c'est pas nous. On ouvre une petite bouteille de champagne de la défaite, on fait un petit discours, et on avait tout le monde qui était venu de la maison, alors qu'on leur avait dit ne venez que si on vous appelle, mais ils étaient tous venus quand même. Alors moi, je me sentais très mal de décevoir tout le monde, et donc 9 minutes, c'est cool. Et en fait, je vous les laisse, les 9 minutes. On a les photos, les screenshots. Et voilà, et moi je réponds à les textos, c'est pas nous. Bon. Et puis j'entends un hurlement. Et là, Françoise, vous aviez appelé Laurent qui était dans son bureau. Et je comprends, enfin si je comprends d'une fraction de seconde ce qui se passe, que ça se propage comme les gens comprennent avant moi, ça se propage comme une sorte de flamme d'essence qui s'enflamme. Et moi je suis un peu figé parce que mon cerveau a compris, mais mon corps n'arrive pas à entrer en action. Parce qu'une minute, en fait, on a perdu et gagné dans le même demi-heure. C'est incroyable. Je peux même vous dire qu'on n'était pas mauvais perdants.
C'est mieux que l'inverse. Hein. Oui, oui, ah bah, ouais. Non, c'était le bon sens. Heureusement, c'était le bon sens. Et voilà, je me suis retrouvé propulsé vers la sortie. Puis moi, j'aimerais bien revivre ce jour un peu au ralenti pour me poser. Et... À part Romain Gary, on l'a qu'une fois. Voilà, Veillez sur elle est votre quatrième roman, mais je crois que vous avez commencé à rêver à l'écriture très jeune. Oui, je voulais être écrivain à 9 ans. Et c'est pour ça que vous avez fait Sciences Po, une école de commerce? Non, non, on m'a forcé à faire ça. Non, c'est pas du tout pour ça. Moi, ça me plaisait pas du tout de faire ces études. J'ai fait ça en bon fils que j'étais pour faire plaisir à ma famille et pour un peu, on va dire, remplir les termes du contrat. Parents, enfants, bon, vous m'avez élevé, vous m'avez nourri, vous m'avez exposé à de belles choses en échange de faire de belles études. Mais avant même la fin de ces études, je me suis trouvé un travail de traducteur. En fait, j'ai appelé mes parents, je leur ai dit je suis indépendant, maintenant je fais ce que je veux. Parce que mes parents ne voulaient pas que je devienne écrivain. Parce que dans leur modèle de réussite sociale, artiste, c'était le drame. C'était se condamner à mourir sous les ponts. Et ils me le répétaient beaucoup. Et alors que paradoxalement, ce sont eux qui m'ont exposé à la culture, au livre, à l'art, à la musique, etc. Mais quand il s'agissait de franchir cette ligne invisible qu'il fallait devenir l'artiste, c'était inenvisageable dans cette génération, et en tout cas dans ma famille. Et donc, mes parents n'étaient pas très contents que je ne fasse rien de mes diplômes et que je ne me trouve pas un vrai travail. Moi, j'ai jamais eu une heure de vrai travail sur ma famille. Et donc, j'ai commencé très tôt. En fait, je suis reparti de zéro après mes études. Je me suis mis à écrire en me disant, je connais personne, il faut que j'y arrive en écrivant des trucs. Mais vous êtes quand même passé par le cinéma, le scénario, vous avez commencé à écrire des scénarios. C'est d'ailleurs très, très curieux parce que, d'après ce que j'ai compris, vous écriviez des films d'horreur. Alors j'ai écrit un film. En anglais? Oui. Non, mais mes films me ressemblent moins que mes livres. Mais c'est aussi pour ça que je suis passé en littérature. Mon premier film était effectivement un film d'horreur. C'était un film d'horreur parce que je m'étais dit, ok, quelles sont les chances d'être produite à l'époque? On est en 2000. Ce qui fonctionne, c'est le film d'horreur, ça cartonne en DVD. Par hasard, je tombe sur une personne du CNC, le Centre national de la cinématographie, qui vient de me refuser une subvention. Et quand je les appelle pour leur demander pourquoi, ils me disent votre univers n'est pas très français. Donc je suis un peu secoué par ça. Je me dis je vais écrire en anglais, qui est une langue que j'aime beaucoup depuis longtemps. Et donc je me retrouve à écrire en anglais un film d'horreur en me disant il y aura du public pour ça. Et puis 6 mois après, je me retrouve à Los Angeles. Le pari avait payé, mais c'était le résultat d'un calcul en fait. Et tout film est forcément, est souvent par nécessité le résultat d'un calcul, puisque je dirais que j'aurais probablement écrit aucun de ces livres si ça avait été pour en faire des films. Mon premier roman, c'est 2 enfants. Les enfants, ça coûte très cher à faire tourner. Mon deuxième roman, c'est Dans la neige sur un glacier. Voilà, je ne vais pas aller m'embêter à faire un film tourné sous la neige, c'est l'enfer. Le troisième, Orphelinat, oui, mais il y a plein d'enfants dedans, on oublie. Et film d'époque en Italie, Veillez sur elle, laissez tomber. Et donc, il n'y aura pas de film? Si, oui, mais c'est aussi lié au fait que le concours permet, est passé par là et ça appuie beaucoup, ça aide beaucoup. Mais voilà, donc au bout de 20 ans de cinéma, j'ai très envie justement de sortir de la notion et de la nécessité de calcul. J'ai eu envie d'être moi-même, j'ai eu envie d'écrire quelque chose qui me ressemblera à 100%. Voilà, et j'ai écrit Marraine. Et vous avez rencontré Sophie Sivry, qui hélas a disparu en mai dernier, qui a été votre éditrice. Et j'ai le souvenir d'avoir rencontré Sophie quand elle défendait Marraine, votre premier roman, et elle m'avait dit, je t'assure, c'est un écrivain, un vrai que j'ai trouvé. Et elle a cru en vous dès le premier moment, alors que vous avez eu 14 refus. Ouais, dès le premier moment, j'ai eu 14 refus avant elle, instantanés. J'avais fait une sorte d'envoi en masse, j'ai eu 14 refus, 3 semaines après mes envois en masse, tous les jours je recevais un refus. Donc ça veut dire que je passais même pas le premier lecteur. Et je me dis, je vais faire des envois un peu plus ciblés, on me parle de l'Iconoclaste, je vais sur leur site, il y a écrit « Nous ne publions pas de romans ». Il y a un site genre les débuts d'Internet, alors on n'était pas au début d'Internet.
les contacte, je leur dis, vous êtes sûr? Ouais, mais ne vous inquiétez pas, on va réinventer le site, tout ça, c'est fini, on fait de la littérature. Et j'envoie mon roman, et je reçois un texto qui me dit, et je reçois le texto le jour où j'ai tourné le dernier plan de cinéma que j'ai fait. En fait, j'ai plus jamais tourné depuis, c'était un clip vidéo. Je rallume mon téléphone, dernier jour, dernier plan du clip, je rallume mon téléphone, tout est fini, et j'ai ce message de la part de Sophie, de Lola, qui était éditrice junior là-bas, qui dit Sophie de Sivry adore votre manuscrit, ne le montrez à personne, venez tout de suite signer un contrat à Paris. Et j'arrive à Paris, Sophie me dit... Vous lui avez dit que vous l'avez proposé à 14 ans? Elle m'a dit non, non. D'ailleurs, elle m'a dit, tu l'as montré à quelqu'un? Je lui ai dit non. Non, mais j'allais pas, il fallait que je me rende un peu désirable, j'allais pas lui dire on m'a jeté 14 fois. Mais après, je lui ai avoué la vérité. 6 mois après. Et voilà. Alors, on va arriver à Veiller sur elle, donc le prix Goncourt, votre quatrième roman. J'ai lu, parce que je suis un petit peu travaillée pour préparer cette rencontre, que vous ne commencez pas à écrire tant que vous n'avez pas la fin du livre. Et que pendant des mois, vous notez des idées, c'est-à-dire que finalement, vous reculez toujours le moment d'écrire. Oui, alors c'est presque le contraire, enfin, c'est exact, mais en fait il faudrait le formuler à l'inverse, c'est-à-dire que je ne l'écris pas avant le début du livre. Avant d'avoir le début du livre, pourquoi j'inverse? Parce que ma première idée, c'est toujours la fin d'un livre. Okay, et donc, ma première idée sur ce livre était sa fin, le mystère de cette œuvre d'art cachée par tout le monde. Et le défi est ensuite de construire le chemin, de défricher le chemin qui amène et qui conduit à cette fin. Et ça a été... En fait, vous êtes encore scénariste. Oui, mais je pense que... Enfin, c'est vrai qu'on a un peu ce mythe en littérature, c'est assez français, ça, que la littérature peut s'affranchir de la notion de construction. Or, moi, je viens d'une école qui, effectivement, est celle du cinéma, mais qui n'est pas que celle du cinéma, qui est celle de la peinture, où il y a des esquisses, qui est celle de la musique, on n'écrit pas une symphonie au fil de la plume, où il y a toujours de la construction, qui est celle de l'architecture, il y a toujours cette notion de construire les bases, essayer plusieurs versions pour s'assurer d'avoir la meilleure version possible de l'histoire. Et pour moi, c'est très très précieux, cette éthique du travail, de l'artisanat. Ça n'empêche pas l'inspiration, ça n'empêche pas l'invention, au contraire. Et ça, effectivement, je l'ai appris dans le cinéma, mais ça n'est pas le propre du cinéma, ça s'applique à tous les arts. C'est vrai qu'en France, on a le culte du style et le culte de l'inspiration. Je pense que c'est assez lié au mythe Lamartine, qui racontait à tout le monde qu'il écrivait foudroyé par l'inspiration, mais quand on a retrouvé ses manuscrits, ils étaient raturés au dernier degré. Et ce mythe-là, en fait, conduit à une situation où on a beaucoup, moi j'ai beaucoup d'amis, j'ai de grands débats avec mes amis écrivains et écrivaines qui me disent, moi je pars au fil de la plume, je me laisse porter par mes personnages, je découvre où ils m'amènent. Ouais, ok, mais il faut qu'ils t'amènent au bon endroit, et puis il faut qu'ils t'amènent en passant par les bons endroits, et moi je préfère essayer toutes les versions possibles pour m'assurer que j'ai la meilleure version possible, qui est la mienne, hein, mais qui pourrait être autre pour un autre auteur. En tout cas, voilà, c'est très important pour moi d'avoir ce fondement-là. Une fois que je l'ai, je commence à écrire le texte littéraire. D'avoir la structure, ça me permet de ne pas me dire où je vais après. Ça me permet d'être dans une transe dans l'écriture, j'écris un trait, je le corrige très peu, et quand je donne mon manuscrit à Sophie, c'est à 90% abouti. C'est-à-dire, ce que vous lisez aujourd'hui, c'est à 90% le premier jet. Et Sophie m'a donné ces 10 derniers pourcents qui sont précieux, c'est pas parce que c'est les derniers qui sont pas importants, au contraire, ce regard extérieur, mais l'essentiel est là. Et j'écris dans cet état de transe qui est permis par le fait que le côté calcul, raisonnable, où on passe, quel est l'enchaînement des actions, ça c'est dégagé. Là, le cambouis, et voilà, et je me suis lavé les mains, et là je suis dans la partie inspiration. Alors, 10 mois de notes, 5 mois d'écriture, 3 pages par jour. Ouais, bravo. Je m'arrête au